Emmanuel Macron, le président, qui a présenté sa réforme de l'activité partielle de longue durée qui va entrer en vigueur la semaine prochaine, mercredi 1er juillet. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour, vous êtes là. Merci. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Ce dispositif, comme les autres d'ailleurs en matière de chômage partiel, semble assez généreux. On peut considérer que pour une fois, de nouveau, le gouvernement n'y va pas petit bras sur ce coup-là, non? C'est vrai. Alors, bon, peut-être d'abord détailler de quoi s'agit-il. Ouais. Il s'agit de prolonger au maximum pendant 2 ans. C'est renouvelable par semestre 4 fois. Ce dispositif de chômage partiel, vous savez, qui est d'avis largement utilisé au cours du confinement. Alors évidemment, ça va coûter cher à l'État, mais l'idée c'était qu'il fallait impérativement éviter de tomber dans une spirale économique, je dirais, baissière. Même si on parle d'un possible retour à bonne fortune en 2021, il faut se tenir prêt pour justement ce rebond-là. Alors, le gouvernement dit qu'il va soutenir les entreprises, les salariés, il va verser le salaire versé, pour être plus précis, le salaire versé sera donc de 84% du net et de 100% pour le SMIC, et l'État prendra en charge non pas 100%, comme lors du confinement, mais 80 ou 85% si l'accord est signé avant le 1er octobre. À la différence du précédent dispositif, ce n'est pas à l'employeur seul d'engager le dispositif, il n'est pas seul à décider, mais aux partenaires sociaux de le faire. Cela doit correspondre à un accord d'entreprise ou de branche, dit la loi. Voilà. Mais pour le coup, deux questions, enfin surtout une, est-ce qu'il peut y avoir des suppressions d'emplois pour le coup, malgré encore une fois ce dispositif qui est assez généreux? Est-ce que ça concerne tous les secteurs? Parce qu'on se dit que c'est surtout chômage partiel de longue durée pour les secteurs les plus sinistrés qui ont du mal à rebondir. Alors, ça va se faire en priorité sur les secteurs qui ont du mal à rebondir et qui sont sinistrés. Il y a des taux de possibles faillites dans le domaine de l'habillement et du commerce et de la restauration qui font froid dans le dos. Mais effectivement, il peut y avoir, et ça a été d'ailleurs l'objet d'un débat, suppression d'emplois pendant la période du chômage partiel, lorsque l'entreprise s'engage dans un dispositif de chômage partiel. Alors, c'est tout de même un accord d'entreprise, donc ça doit être inscrit dans l'accord d'entreprise. Il peut donc y avoir un PSE, vous avez raison, mais ce n'est pas au seul patron de le décider dans le cadre de ce dispositif-là. C'est pas problématique. J'avais Philippe Martinez qui était là cette semaine en plateau qui me disait mais comment est-ce que l'État peut mettre de l'argent et qu'il y ait des licenciements en même temps? Alors effectivement, je dirais si je devais défendre ce dispositif, je dirais que à la différence du précédent, celui-ci doit se faire avec un accord d'entreprise ou de branche. Donc il y a quand même des syndicats, y compris d'ailleurs la CGT vote beaucoup plus souvent qu'on le dit les accords d'entreprise. Ça doit se faire même avec l'accord du PDG, du syndicat et évidemment du patron. Mais là où il a tout de même raison, c'est qu'il y a une épreuve de vérité pour les patrons. Ceux qui ont le sens un peu de l'intérêt général et pas simplement celui de leur propre entreprise, eh bien ils devront pas en abuser. Pourquoi? Parce que si tout le monde se met à faire des plans de licenciement et du chômage partiel, vous aurez à la fois des dépenses de l'État et puis une spirale baissière de crise, de récession. Là, on rentre vraiment dans une logique, je dirais, à la 1929-1933 des États-Unis, une sorte de déflation. Donc le chômage partiel, c'est une sorte de juste milieu qui a été décidé, c'est-à-dire à la fois l'État se trouve généreux avec le chômage partiel pour compenser des surcapacités de production de biens ou de services, et à la fois permettre une certaine flexibilité à l'entrepreneur pour tout de même se dire j'engage des suppressions d'emplois si ça tourne mal. Donc effectivement il y a une sorte de ligne de crête d'entre-deux, mais qui se fait tout de même avec sous le haut patronage des partenaires sociaux. Donc c'est en ce sens que l'argument de Martinez me semble
un petit peu spécieux, quoi. Bon, vous évoquez le fait que ça coûte cher. Oui, d'autant que les finances publiques, on en parle souvent ici, mais pas seulement. On va avoir le pire déficit public de l'histoire, à 2 chiffres. Hein. Effectivement, c'est 11,4% du PIB 2020, et encore, il est plus possible que ce soit davantage. Mais là encore, l'essentiel, c'est de maintenir l'activité. L'essentiel, c'est de voir comment les dépenses vont évoluer après. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous faites le pari d'une dépense extraordinaire qui ne sont pas récurrentes, finalement, ça sort assez vite avec le temps. La question est de savoir justement si ce sera suffisant pour sortir cela. Nous, on l'a dit, on l'a souvent répété sur ce plateau, il y a des hausses de dépenses. Effectivement, celles-ci, ce sont des hausses de dépenses sociales qui sont, qui se font parfois même au détriment des dépenses régaliennes. Et on a finalement un gouvernement dans une lignée assez social-libérale qui consiste à dire on ne change pas un système, celui de la mondialisation. On ne change pas le logiciel, mais on corrige ses effets, c'est ça? On corrige ses effets, et en corrigeant ses effets, on produit du déficit public. Donc on agit a posteriori. Donc effectivement, vous pouvez dire, mais au fond, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer véritablement? Mais est-ce qu'on peut changer tout seul le logiciel? Ah ben alors après, ça c'est là où on rentre dans des questions, je dirais, macro-politiques. La France ne peut pas faire seule, mais en revanche, la France est une voie qui peut à elle seule endiguer, d'entraînement, et puis d'autre part d'endiguer. Lorsque vous avez Mélenchon qui, dans sa campagne présidentielle, disait je remets en cause les critères de Maastricht, sinon je pars. Tout le monde dit alors vous voulez quitter l'euro? Il dit non, mais parce que je sais très bien qu'on me rattrapera par la Manche. C'est-à-dire que, au fond, la politique de la chaise vide, qui est quand même une politique je dirais, de stature, de parfum un peu gaulien, eh bien, c'est une posture qui produit un changement radical. Si vous voulez, dans la mesure où on a besoin de l'unanimité en permanence, les traités sont absolument figés, on l'a souvent dit ici. À partir du moment où ils sont figés, vous ne faites que vous adapter. Quand vous vous adaptez, vous avez votre seule marge de manœuvre, votre seul levier, c'est celui de la dépense publique. Et vous faites de la dépense publique qui vise à corriger le mal fait par la mondialisation et le libre-échange, donc à faire de la dépense d'État-providence, de dépenses sociales, sur lequel d'ailleurs, je dirais, se critique à la fois la droite qui considère que c'est de l'assistanat, mais à la fois la gauche qui dit, au fond, c'est une sorte de substitut à la vraie création industrielle de richesse. Parce que tous ces emplois industriels, Renault et par ailleurs ceux qui ont été détruits les années précédentes, produit aussi de la dépense sociale, mais détruit aussi de l'emploi, de la classe ouvrière, une certaine capacité à s'émanciper au travail, qui fait partie aussi des valeurs de la gauche. Juste, on finit là-dessus, Franck. La question, c'est chômage partiel de longue durée. Est-ce que c'est vraiment une avancée sociale? Vous répondez quoi? Alors, lorsqu'on pose la question, il faut y répondre aussi. J'ai été assez, c'est pas souvent quand même c'est pour ça que je pose la question. Voilà, je trouve que tout de même, là, il y a une volonté de ne pas s'enfoncer, de répéter les erreurs du passé, de ne pas s'enfoncer dans une spirale baissière, quitte à dépenser. Je trouve que c'est quand même, c'est fait sérieusement et c'est fait sérieusement, quoi, je crois. Bon. Est-ce que votre une aussi, elle est faite sérieusement? On va regarder la une. Ah, toujours. Chaque semaine de Marianne. Donc, alors, de quoi est-ce qu'on cause? Sur les municipales, bien sûr, et sur les régionales aussi, où on révèle qu'il y a des tripatouillages pour les régionales, mais aussi que les abstentions municipales poseront la question très clairement de la légitimité des maires. Songez que si on regarde non pas par rapport au suffrage exprimé, mais à l'ensemble des inscrits, vous avez des maires qui ont été élus, qui vont être désignés, alors qu'ils ont eu moins de 10%, 10% des inscrits au premier tour. Il faut rendre le vote obligatoire après. Hein. Alors, ça, on pourra faire 28 chroniques prochaines, si vous voulez, sur ce sujet. Mais c'est effectivement un sujet
qui va être au cours du mandat de ces maires que nous allons élire dimanche, un caillou dans la chaussure. Voilà donc à lire cette semaine et bien plus donc dans Marianne. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup, Ouais, au revoir. Au revoir.